Si on prend des données biaisées, typiquement, si on entraîne un algorithme de reconnaissance de visage à ne voir que des visages blancs, eh ben, quand la machine qui a appris comme ça verra un visage autre que blanc, elle répondra « ceci n'est pas un visage ». Voilà un biais. Alors ça, on s'en rend compte, on fait non, ça c'est inacceptable, ok, sur la Terre, il y a des milliards de gens qui sont pas blancs, donc on va lui présenter des visages de toutes les couleurs. Et du coup, on prend comme donnée quelque chose qui reflète, on passe par des sociologues pour faire des mesures, etc., pour avoir dans tel pays on se maquille comme ça, dans tel autre on se coiffe comme ci, et on prend un truc qui représenterait parfaitement l'humanité et on apprend tout ça à la machine. Eh bien, il se trouve que l'humanité en ce moment, elle est sexiste et elle est raciste. Alors vous pouvez tordre ça comme vous voulez, tant que vous représentez l'humanité, eh ben vous faites une machine qui est sexiste et raciste. Mais si vous dites, ah non, ça c'est pas bien, donc je vais truquer les données, non pas pour correspondre à l'humanité, mais pour correspondre à l'idéal éthique défini par Dieu seul sait qui, mais espérons que ce ne soit pas l'extrême droite. Ben oui. Vous créez un espèce de machin complètement virtuel, éthique, tout propre, clean, machin, vous l'apprenez à l'ordinateur. Mais quand l'ordinateur va vous parler, vous n'allez rien comprendre. Il a des références culturelles qui sont pas les vôtres. Il a des biais culturels qui sont pas les vôtres. Il comprend pas ce que c'est le sexisme. Du coup, il y a plein de remarques passives-agressives que vous faites. Il va faire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et où l'ordinateur vous comprendra pas, arrivera pas à interpréter vos propos, et vous comprendrez pas les réponses. Et donc, en fait, on a un problème, et le problème n'est pas l'ordinateur. Le problème est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine pose des biais dans les données. Comment on les traite? Et ça, c'est pas un problème de chercheur en informatique, c'est un problème de sociologie. Je peux répondre à ça. Une question, bien sûr, Laurence de Villers. Une question, je vais reformuler ce que je demandais à Benjamin Maillard. Est-ce que face à la quantité de données qui sont exploitables aujourd'hui sur Internet, la nature statistique de cette quantité n'est pas justement un palliatif à ces biais que définit Benjamin Maillard? Il y a tellement de données finalement qu'on peut dire... Non. On dit souvent big data, mais en fait, on devrait dire rich data. C'est-à-dire que les big data, ça ne veut pas dire qu'elles sont... représentative de la mixité, d'un ensemble de choses. C'est juste celles qui sont là. Donc, méfions-nous de ça, du grand big data qui est très riche. Je reviendrai un petit peu sur les algorithmes. Parce que, lorsqu'on regarde Ty de Microsoft, qui a effectivement appris à tenir des propos racistes, au début il disait « j'aime les humains », puis à la fin de la journée, en 24 heures, il disait « vive les nazis ». Bon. Alors, les internautes avaient discuté avec cette machine. Elle utilisait du reinforcement learning, du renforcement, par des métriques, des récompenses. Or, une des récompenses qui était donnée par les ingénieurs qui font ces machines, c'est de répéter ce qui engage les gens, par exemple. Et effectivement, parler de sujets qui sont un peu polémiques et politiques, ça engage les gens dans la discussion. Donc à la fin, la machine, elle a compris qu'il fallait parler de ça. Elle l'a appris tout seul, ça. Donc vous voyez, c'est un biais là, non pas de l'algorithme, mais des récompenses, c'est-à-dire des mesures, des seuils que l'on met dans ces algorithmes. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer, chercher plusieurs plateformes avec des outils pour que tout le monde puisse, avec des bibliothèques d'outils sur Internet, pour que tout le monde puisse avoir des idées des capacités de ces machines. On fait ça dans un institut de convergence qui s'appelle DataIA à Paris-Saclay. C'est fait à Stanford, c'est fait un peu partout dans le monde. Il y a énormément de travail sur ces biais des algorithmes. Dans I3E, il y a aussi des groupes qui travaillent là-dessus. C'est important de comprendre que, oui, il va falloir manipuler ces données avec vraiment de la rigueur. On parle d'éthique, on pourrait parler d'éthique pendant 1000 ans, c'est pas le problème. Soyons pragmatiques. C'est devant des systèmes, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on les évalue, quelles sont les bornes qu'on veut donner. Et c'est pas des sujets simples. C'est des sujets que les chercheurs sont en train d'aborder, que les industriels, on est en train de pousser les industriels à les aborder aussi, et ils sont conscients que ce sont des leviers de confiance. Ce sont des leviers qui vont permettre aux gens aussi de s'approprier ces techniques et d'avoir envie de les utiliser. Si on vous dit tout est biaisé, vous allez sûrement jamais utiliser l'informatique et d'IA. Mais ayez confiance aussi dans le fait que c'est très utile dans certains cas et qu'on va encadrer de la meilleure façon possible sans que ça soit l'extrême droite. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de ça. L'idée, c'est justement de réfléchir dans un sens social et large et pas de parler de déviance politique. Bon, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très qualifié, ni nous trois, enfin nous deux en tout cas, chercheurs, pour parler du côté social, sociologique, etc. Bon, pour le chatbot ou je sais pas quoi de Microsoft, faut se souvenir aussi qu'il a été attaqué. C'est pas qu'il a été méchant, il a été attaqué par des gens malicieux qui connaissaient un peu les faiblesses de ce genre de système. Et un des problèmes du système d'IA quand ils vont être déployés, c'est qu'effectivement il y a des risques qu'ils soient attaqués par des gens qui comprennent à peu près comment ça marche et qui du coup essayent de les contrarier, disons. Pour ce qui est du biais des données, il y a des biais auxquels vous pensez sans doute pas. Imaginez que vous voulez faire naviguer une voiture.
Pour faire naviguer la voiture, il faut qu'elle voit dans un certain sens ce qui se passe sur la route, qu'elle dise tiens, ça c'est de la route, ça c'est du trottoir, ça c'est des gens, ça c'est un machin, etc. Et donc la manière dont ça marche, c'est qu'on les entraîne, donc, comme je disais tout à l'heure, en montrant des images, en disant voilà, ça c'est une personne, etc., etc. Et donc il va y avoir des biais parce que quand on fait ça, on ne va jamais être capable de capturer toute la diversité de l'univers. Par exemple, en extérieur, il pleut, il neige. Il y a des gens qui courent en traversant la rue, etc. Et donc, il y a des biais inhérents là aussi, dans un truc beaucoup plus terre à terre. Hein. C'est pas un truc éthique ni rien du tout. C'est une voiture qui va marcher plus ou moins bien, parce qu'encore une fois, elle est supposée marcher dans des conditions qui sont similaires à ce qu'elle a vu. Et donc, il y a des gros problèmes. Je pense que Laurence parlait de fiabilité, etc. Il y a des gros problèmes qui sont des problèmes scientifiques d'estimer la fiabilité des systèmes d'IA pour pouvoir prédire comment, à quel point ils vont bien marcher et comment, quand on va les déployer dans des conditions, on ne contrôle pas exactement toutes les conditions. Par exemple, une voiture ou je sais pas quoi d'autre. Et donc ça, ce sont des vrais problèmes scientifiques sur lesquels les gens commencent à travailler. On n'a pas encore énormément de résultats. Mais qu'il va falloir résoudre pour que les gens justement puissent avoir confiance dans ces systèmes et puissent les déployer de manière intelligente. Pour avancer, pour poser un autre problème lié justement à cette notion d'intelligence, de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ce que vous décrivez les uns les autres, et il y a un consensus relativement large autour du fait que ces algorithmes sont ce qu'on appellerait des idiots savants, c'est-à-dire qu'ils ne font que répéter des choses qu'on leur apprend. Vous n'êtes pas d'accord déjà, Jean-Bronce? Là, vous vous dites non, mais justement, votre avis m'intéresse. Pas tout à fait. C'est pas la manière dont ces trucs-là marchent. C'est pas qu'ils mémorisent les choses. Ils les extrapolent sous certaines limites. Donc en gros, vous avez des données, vous les regardez, vous allez imposer des espèces de régularités dessus, et après vous les pouvoir extrapoler. Mais il faut encore une fois que les choses soient pas trop différentes. Et c'est pas une histoire d'idiot savant. La machine ne se souvient pas de tout. Par contre, quand une machine dit voilà cette photo contient un chien, elle ne sait pas ce qu'est un chien. Le chien, c'est catégorie numéro 1. C'est une étiquette purement symbolique. Voilà. Et donc, il n'y a pas de compréhension réelle dans ce que font les machines. C'est à ça que je voulais venir. À quel moment est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui? On parlait de la loi de Moore qui parle de l'accélération, de l'augmentation de la puissance de calcul. Il y a fort à parier qu'il y a 50 ans, on n'imaginait pas qu'on puisse faire conduire une voiture à essence toute seule juste avec un ordinateur. Projetons-nous dans 50 ans avec une puissance de calcul qui aura augmenté. Est-ce qu'on peut penser, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, permettre à une machine d'avoir accès au signifié, Laurence de Villers, c'est-à-dire à la nature de la réalité derrière, et pas juste à chien égale étiquette numéro 1, mais chien égale mammifère, ou je sais pas quoi, de quelle façon pourrait le concevoir un ordinateur. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la loi de Moore, quoi, tout ça. Hein, on fait des choses techniques on a besoin de puissance de calcul pour brasser des données, mais c'est pas pour ça qu'on met de la rationalité, l'émotionnalité là-dedans, ou de la conscience et de la réflexivité sur ce qu'on vient d'apprendre pour comprendre ce que peut en déduire, avoir une imagination, etc. Ça n'a rien à voir. On est en train de parler de la puissance de calcul de machines, c'est tout. Pas d'intelligence. Donc il faudra arrêter de confondre les deux. Par contre, moi, il y a un sujet que vous abordez pas, qui m'impacte, c'est le fait que les personnes devant ces systèmes, qui ont l'air de marcher comme ça intelligemment, entre guillemets, ils projettent des capacités humaines, même si le système est totalement stupide. L'aspirateur, par exemple, vous n'allez pas me dire qu'il est totalement intelligent, cet aspirateur. Moi, j'ai eu dans les courriers des lectrices, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelait Des robots et des hommes, j'ai eu des gens qui me posaient des questions bizarres. Par exemple, mon robot s'arrête au milieu, aspirateur, de la pièce. Que pense-t-il? Non, il ne pense pas. Comment vais-je éduquer mes enfants avec ces machines autonomes intelligentes? Bon, on n'en est pas là du tout. Donc, il faut apprendre ce que c'est réellement, comprendre qu'on fait ça naturellement, on projette sur les objets, on fait ça tout petit avec son nounours, et bien après on fait ça avec sa voiture, on l'aime bien, on parle à l'ascenseur quand il répond pas assez vite. Voilà, on a l'habitude de faire ça. Alors, moi, mon domaine, c'est de faire parler les machines avec de l'affectif, c'est-à-dire en détectant les émotions des gens et en faisant « vous êtes formidable, je vous aime », à la façon de Her, peut-être. Donc ça va engager les gens dans des choses un peu plus compliquées. Mais c'est pas de la science-fiction. Vous avez Google Home que vous pouvez déjà acheter, avec lequel on peut parler. Vous avez Siri dans votre poche. Aux États-Unis, ils sont en train de faire une espèce de Google Home avec un visage qui s'appelle, peu importe, Jibo. Mais au Japon, ils vont un peu plus loin. Ils font la même chose avec un petit personnage en hologramme qui est une présence à la maison et qui vous dit les choses que vous avez envie d'entendre. C'est rassurant, c'est là, on n'est plus seul, c'est formidable. Quand vous partez de chez vous, vous vivez tout seul, la chose vous envoie des petits messages par texto. Elle est omniprésente. Regardez, ça s'appelle Getbox, G-A-T-E-B-O-X. Cela est un enfermement dans une solitude de l'humain avec des machines. C'est ce qu'on ne veut pas.
On entend aussi des gens qui veulent faire parler les morts avec ces machines parlantes. Le programme a été commercialisé